Henri Saintil, bonjour. On a Bonjour. beaucoup de plaisir à vous accueillir. Vous publiez un livre qui est en fait un recueil de 200 lettres écrites par votre père, qui était militaire pendant la guerre 14-18, entre 1915, quand il est monté au front, comme on disait à l'époque, jusqu'en 1916, quand il va être grièvement blessé. 200 lettres avec des photos plus extraordinaires les unes que les autres, qui ont été prises par votre père, ce qui en rend d'ailleurs, l'intérêt encore plus important. Mais d'abord un petit mot. Sortir un livre comme ça, est-ce que ça a été si facile que ça? Le texte était un très beau matériau, c'était en soi intéressant et je n'y suis pour rien. Nous avons cherché Avec à vos frères et permettre, sœurs, vous vous êtes avec mis mes d'accord. frères et sœurs, nous sommes mis d'accord, mais nous avons cherché à resituer ce texte dans son contexte de l'époque, de manière à ce que le lecteur ne le lise pas avec des a priori d'aujourd'hui. Avec Nadine Josette Chaline, historienne bien connue, et puis Stéphane Tison. Et Stéphane Tison, qui lui connaissait très bien le Prytanée militaire de la Flèche, où mon père avait préparé l'entrée à Saint-Cyr, qu'il réussit en juillet 1914. Stéphane Tison, à qui j'avais demandé d'essayer de montrer comment ces jeunes qui allaient embrasser la carrière militaire devaient être formés et avec des valeurs très, très fortes de devoir, de patriotisme, de respect des anciens, de respect de l'ordre, etc. Alors, vous avez raison, si je peux me permettre de resituer dans ce contexte. Pourquoi? Parce que tout simplement, en 1914, quand va démarrer cette guerre insensée, que finalement, les historiens reconnaissent aujourd'hui que, franchement, on aurait peut-être pu s'en passer, très Absolument. honnêtement. C'est une guerre qui intervient quelques dizaines d'années après la catastrophe de 1870, qui a laissé dans les esprits, j'allais dire, un sentiment à la fois de honte et une volonté de revanche. Je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Absolument. Et puis, il faut reconnaître que c'était quand même l'Allemagne qui a rapidement envahi la France. Le combat ne s'est jamais passé sur le terrain allemand. Et il y avait là un sentiment de défense de la patrie et du sol. Et puis de toutes ces régions françaises qu'il fallait libérer. Oui. Voilà, en plus, les Français ne voulaient absolument pas renouveler cette erreur catastrophique. On pense au président, enfin, on pense à la région parisienne qui était carrément encerclée. Enfin bon, on passe sur ces détails. Revenons donc à l'histoire de votre père. Donc, il part au combat, il est très jeune et il va commander une section qui est très importante dans des tranchées qui sont très longues. Alors, vous expliquez dans le livre qu'il faut des relais en quelque sorte pour faire passer les informations, par exemple. Une tranchée, c'est d'ailleurs intéressant aujourd'hui à visiter. Dans la région de Massy, on peut en visiter qui ont été reconstituées, là où elles étaient. C'est très étroit. C'est un boyau. C'est un boyau. Donc, quand on a la responsabilité d'une compagnie où il y a environ 150 à 200 hommes, on imagine tout le linéaire que cela représente. Et quand on donne un ordre, il faut qu'il y ait des agents de liaison qui aillent vers les différents caporaux, par exemple. Alors, on vient de voir un document. J'aimerais bien qu'on le revoie, si c'est possible. Je pense que oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail de sape. Et on voit très bien les lignes allemandes sur la gauche, les lignes françaises sur la droite. En fait, il y a très peu de distance entre les deux. Et on peut même entendre parler de chaque côté. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, on va construire une sape pour essayer de rejoindre les lignes adverses. Pour une sorte de tunnel, quand on n'est pas très loin, c'est-à-dire à 10 mètres ou voire à 20 mètres des premières lignes allemandes, on essaie de faire un boyau en dessous où on n'a même pas la hauteur d'un homme et on met au bout une énorme charge explosive pour essayer de faire sauter directement la tranchée allemande. Alors, dans cet ouvrage, on voit bien à travers les lettres de votre père que parfois c'est un euphémisme très critique vis-à-vis de la hiérarchie au-dessus de lui militaire. Il dit par exemple, le 25 février 1915, « Je n'ai pas eu de chance de combattre avec la 3e compagnie car le lieutenant Conan, commandant la compagnie, s'est montré en dessous de sa tâche. » Ça ne peut pas être plus précis. Et puis il raconte tout. On a tous les détails. Le 5 mars, le dernier engagement était terrible. On était condamnés à se faire massacrer sans aucun espoir. On peut ajouter d'ailleurs qu'il a failli y passer plusieurs fois. Il raconte des anecdotes absolument incroyables. Il y a sa gypsière qui va le sauver. À un moment, il y a ces hommes qui pensent qu'il a un casque blindé parce que finalement, il n'est pas mort. Et, par contre, il y a des gens qui meurent sur lui.
Et par exemple, sur ce dernier épisode, c'est une balle qui traverse le képi. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de casque. Les casques interviendront plus tard, c'est Et vrai. qui interviennent plus tard. Il traverse entièrement le képi et ces hommes lui disent qu'il a eu beaucoup de chance. Lui répond avec un peu d'humour, vous voyez que ça sert d'avoir la tête dure. Oui, tout à fait. Alors, il y a des lettres qui sont réduites à leur plus simple expression. Alors, c'est en gros, mes chers parents, je suis toujours en bonne santé. Voilà, c'est tout. Alors, Et en fait, derrière ça, il faut lire autre chose. oui, ces lettres sont expédiées les jours des attaques elles-mêmes, où là, on n'a pas le temps de sortir longuement son crayon ou son stylo. Et c'est un tout petit signe pour dire à ses parents, ça va, je suis toujours en vie. Et on imagine que les parents attendaient sérieusement le passage du facteur le lendemain matin. Alors, un mot des photos elles-mêmes. Alors, elles sont extraordinaires pour deux raisons. D'abord, parce qu'elles sont très rares, surtout à cette époque. Puis, deuxièmement, parce qu'elles sont de très bonne qualité. Alors, ce n'est pas des grosses photos, hein, ça c'est clair. Oui, vous ce avez sont fait retravailler. de toutes petites photos que nous avions conservées dans la famille, qui font environ 4 cm de long sur 2 cm et demi, qui Alors sont là, on bien le voit passées. par exemple, alors c'est pas lui qui l'a prise évidemment, puisqu'on le voit Oui. très bien. En haut à droite, c'est lui, donc qui pose fièrement dans son uniforme. Et c'est sa période de formation par exemple. Là, c'est sa période de formation. Et alors, nous avons eu la chance d'avoir conservé, on va dire, une moitié de ces photos, de celles qu'il avait prises, et d'avoir retrouvé également 2 autres fonds photographiques de 2 hommes qui combattaient avec À ses lui côtés, dans voilà. la même compagnie. Et chez le 3e, nous avons retrouvé les doubles de toutes les photos qu'il avait adressées à ses parents et qui manquaient dans notre famille, ce qui est un concours de circonstances assez extraordinaire. Donc, un ensemble d'environ 300 illustrations qui sont toutes extrêmement précises, avec des photos légendées par lui dans les lettres à ses parents. Alors, à un moment, il évoque des choses qui sont... de toute façon, la guerre est jamais belle, mais en particulier, ces soldats qui étaient exécutés parce qu'on les accusait de lâcheté ou parce que, pour diverses raisons, on l'avait dit, finalement, l'ennemi est au courant, c'est de votre faute, etc. Puis il fallait donner l'exemple. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que la hiérarchie militaire considérait les choses. Certains sont réhabilités aujourd'hui et lui, il va assister à cette scène. Alors, il ne rentre pas dans les détails, mais enfin, il l'évoque et on sent que quand même, il est marqué. Il est tout à fait marqué. Ces exécutions de fusillés, pour l'exemple, ont été largement relatées après la guerre. Là, ce qui est très, on va dire, rarissime, c'est ceci se passe le 31 mars 1915 au petit matin, et l'après-midi même, il raconte Il parle cet d'une parade épisode. d'exécution. Il raconte cet épisode à ses parents, et nous avons pu retrouver quel était le nom du pauvre homme qui avait été exécuté ce matin-là, avec des études ultérieures qui ont été faites. Et il s'agissait probablement non pas d'un homme qui s'était auto-mutilé, mais qui avait été blessé par balle. Et le commandement a été particulièrement sévère à son endroit. Le 31 mars 1916, c'est sa dernière lettre avant ce terrible accident qui va se produire. Alors, il n'est pas au front, mais il forme des jeunes à lancer des grenades. Et là, il y en a un qui va faire une bourde absolument incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Tombé la grenade. Voilà, donc lui, il va sauter dessus et il va essayer de la lancer. Pour sauver l'ensemble du groupe. Voilà, alors c'est un acte héroïque et malheureusement, il va être très gravement blessé. Il va être très gravement blessé et il est très gravement blessé dans un exercice qui se passe pendant le temps où ils étaient au repos, puisqu'il y avait première ligne, deuxième ligne, repos, première ligne, etc. Et malheureusement, on va dire, il n'a même pas la satisfaction d'avoir été blessé, comme on disait, au champ d'honneur. Il est blessé dans un exercice qui se passe à l'arrière. Cet éclat de grenade rentre dans la tempe gauche. On est très rapidement, par une première trépanation, on retire le caillot de sang, mais on récupérera le morceau de grenade que 3 mois plus tard dans la région occipitale. Et il se réveillera. Cérébrale. Alors je sais que votre frère est médecin, donc oui. D'ailleurs il participe à cet ouvrage en Voilà. apportant son expertise. Médicale. Vraiment une hernie cérébrale. Franchement, il a failli y passer. Et il aurait pu être beaucoup plus, pardonnez-moi de dire ça comme ça, handicapé finalement beaucoup après. Plus handicapé encore. Il ressort de cette intervention en récupérant peu à peu 2 dixièmes de vue sur un tout petit secteur, mais tout le reste de sa carrière ne pouvait plus être celle
d'un brillant militaire, puisqu'on ne peut plus lui confier que des tâches de second ordre, du fait de sa vue qui était très insuffisante. Alors, on précise, il ne va devenir capitaine, puisqu'après lieutenant, c'est capitaine, et avant, c'est chef d'escadron ou commandant. Il va devenir capitaine en 1927. C'est incroyable quand même. Et surtout, sa blessure ne sera pas reconnue comme blessure de guerre, ce qui va avoir, ce que vous venez d'expliquer, des conséquences finalement néfastes pour sa carrière. Pour sa carrière. Et en 1933, l'armée cherche à se dégager de tous ces grands mutilés qui étaient encore restés dans ses rangs, et c'est le moment où il doit quitter l'armée. Avec le rang de chef de bataillon. Voilà. Avec le rang de chef de bataillon, c'est-à-dire de commandant seulement ce jour-là. Donc, sûrement un très grand regret intérieur du déroulement de cette carrière. Alors, on va aller vers la fin de sa vie. En attendant, quand même, il a une belle période de vie, puisqu'il va rencontrer votre maman qui était infirmière, une jolie femme. Et bon, ils vont se marier, ils vont avoir beaucoup d'enfants. Donc, le mariage se célèbre en mai 1921 et à partir de là, confiance dans la vie, ce qui est quand même extraordinaire. Et on a une succession de naissances jusqu'au 10e, puis le 11e. Mais le 11e, il décède, je suis le 11e. Vous ne connaîtrez jamais votre papa. Et il décède quelques mois avant ma naissance. Justement, du fait de son infirmité, il n'avait pas vu un véhicule qui l'a. Et donc, il est renversé. Et malheureusement, il est mortellement blessé. Alors, je voudrais qu'on dise un mot pour terminer. C'est vous qui avez écrit, évidemment, le postface de cet ouvrage. Vous expliquez qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre ceux de l'avant et ceux de l'arrière. On le comprend à travers donc, toutes ces lettres, on le comprend à travers tous ces documents que vous présentez. C'est une réalité qu'il faut là aussi resituer dans son contexte. Parce que vu aujourd'hui, là, quand on regarde les choses, on regarde des films, on lit des livres, bon, certes, mais il faut toujours resituer dans le contexte. Et ça, c'est ce que vous dites, c'est très important. On peut penser qu'il y avait une très grande difficulté à communiquer réellement à sa famille, à ses amis, ce qui était l'indicible de ce qui se passait sur le front. Et plutôt que de rectifier tous les bons sentiments que l'on pouvait avoir à l'arrière sur nos jeunes valeureux qui, dans une camaraderie virile, développent du patriotisme, plutôt que de dire que ça n'était pas toujours ça la réalité, finalement, on préfère passer de bons jours. Les heures étaient tellement comptées pendant les permissions et cela ne permet pas une bonne compréhension par ceux de l'arrière de ce qui se vivait sur le front. Alors, le terme n'existait pas à l'époque, mais il était certainement correspondant à quelque chose de réel. On parle de résilience aujourd'hui, résilience. Là, il y en a qui arrivaient à être résilients et tous ne l'étaient pas. Peut-être que votre papa l'a été finalement, même si vous dites en conclusion que tout au long de sa réflexion et de ce qu'il apporte en tant qu'auteur de ses lettres et des documents qu'il apporte, eh bien, il y a toujours la mort qui n'est jamais très loin et avec laquelle finalement ils vivent tout au long de ces spectacles d'horreur qu'ils vont traverser. Entre les grands moments d'attaque, il faut se représenter que sur le front, il y avait quasiment tous les jours des échanges d'artillerie et que l'on recevait des marmites, alors qui tombaient plus ou moins bien, soit devant la tranchée, soit derrière, mais parfois dedans. Et il y a cette crainte de la mort devait être quasi quotidienne. Très bien. Écoutez, merci encore Henri Saintilly d'être venu. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Que je me permets de qualifier vraiment de très intéressant. Lieutenant à 19 ans dans les tranchées, c'est donc l'histoire de votre père qui porte votre nom, Henri Saintilly, publié aux éditions Point de Vue. Merci.